Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode du Data Driven Supply Chain Podcast. Mon nom est Kevin Minier et dans cet épisode, j'ai reçu Benoît Van de Velde de chez Genius ERP. Benoît est au développement des affaires. Ça fait 20 ans qu'il a joint Genius. Honnêtement, Benoît avait beaucoup de bagages à nous partager. Il y a beaucoup de savoir. Moi, je suis super intéressé parce que son rôle ressemble un petit peu au mien de mon côté. Donc, j'étais assez curieux de savoir sa vision des choses que je trouve vraiment super. Donc, on a parlé un petit peu, c'est quoi, par exemple, les critères de qualification lorsqu'une entreprise pense à implanter un nouveau ERP. On parle de c'est quoi ça, l'implantation d'un ERP. On a aussi déjà entendu des histoires d'horreur. Donc, Benoît vient un peu, excusez-moi l'expression, mais debunk certaines de ces pensées communes-là. Et puis, écoutez, je vous invite à l'écouter. C'est un épisode qui est tout de même là, assez condensé, mais c'est extrêmement intéressant. Moi-même, je l'ai réécouté là, quelques fois. Puis, je vous dis, je pense que vous ne regretterez pas. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Merci de prendre le temps pour vrai parce que je sais que tu es occupé. Ça brasse. Je sais que chez Genius, vous avez aussi beaucoup de. Vous avez beaucoup comment dire, de volume. Vous arrêtez clairement pas, puis ça fait plusieurs années, mais j'aimerais ça un peu que tu m'expliques d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené. Ben, avec Genius, évidemment, je pense qu'on peut le dire, on va aussi derrière toi. Mais Oui. c'est quoi ton background, Benoît? En fait, mon background est un background comme beaucoup de gens. J'ai étudié en administration des affaires, ensuite en informatique. Et c'est un peu le hasard qui m'a amené vers le monde industriel. En fait, j'ai trouvé un travail chez une compagnie qui s'appelait Interal à l'époque, qui était assez intéressante parce qu'il fabriquait un logiciel de maintenance industrielle. Premier contact avec le manufacturier, premier contact avec ce monde-là. Ça a collé, j'ai adoré. J'ai adoré vraiment. J'aime la philosophie de ce monde-là. J'aime leur manière de régler des problèmes, d'essayer de se concentrer. Vraiment, ça a bien collé. Puis, ça m'a permis aussi de connaître les entrepreneurs. Ce qui est un monde que je connaissais pas. Je viens pas de ma famille vient pas du monde vraiment des affaires et tout ça. Donc, pour moi, premier contact, tombe en amour de ces gens-là. Écoute, ça m'a fasciné c'est incroyable comment ils travaillent fort pour essayer de tenir le business à bout de bras. Et ben, faut dire qu'il faut reculer un peu. Mes cheveux gris ont trahi mon âge. Donc, dans les début des années 2000, l'entrepreneuriat au Québec, c'était encore les boomers qui avaient le contrôle de la part des entreprises. Incroyable ce qu'ils avaient réussi à construire ces gens-là. J'avais beaucoup d'estime pour eux autres. Et j'ai développé un certain talent à trouver des solutions pour eux autres, à leur partager, à réussir à les convaincre. Ce qui a fait qu'au début, j'étais plus au niveau développement du logiciel, au niveau conception. Et je me suis ramassé au service à clientèle, au support technique. J'ai fait un peu toutes les positions. Mais où j'ai trouvé ma place, c'est au ventre. En fait, un jour, je me suis ramassé au ventre. Pas du tout supposé être là, mais plus de vendeur, il faut que quelqu'un s'en occupe, m'en occupe. J'ai pogné la piqûre, j'ai adoré ça. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Genius, finalement, parce que Genius était en pleine progression. C'est une entreprise que je surveillais depuis longtemps. Donc, ça fait déjà 2005 l'année que je suis rentré. Ça fait déjà un bon moment. Et chez Genius, tout était à faire. On commençait. Et franchement, j'ai pas regretté mon choix. Jamais. C'est vraiment une bonne histoire. Puis j'imagine, tu sais, étant de passer du côté, si on veut, de développeur technique à la vendre. Fait que Ouais. on s'entend dans le milieu manufacturier, de quand tu comprends le fond, tu sais, le fond de la chose, là, quand tu arrives pour le vendre après aux yeux du client aussi, c'est extrêmement positif. Oui, c'est bon ce que tu dis, tu as raison. C'est vrai que quand on est à un côté, on comprend des fois un peu mieux. Toutefois, mon métier n'est pas si technique que ça. La vente, c'est essentiellement de l'écoute, bien avant d'essayer d'expliquer quoi que ce soit à personne. Alors, si l'entrepreneur que tu as devant toi, il vit des choses, c'est rare que la solution, elle est technologique. La solution est bien plus souvent de processus et de s'assurer que quelqu'un va faire bien le travail. Pour ça, l'informatique va lui donner de l'outil pour le faire, mais c'est pas l'unique solution. Alors, ça prend de la formation, ça prend du coaching, ça prend de l'appui. Et c'est ça que j'étais bon à faire, en fait. C'est que j'étais bon à comprendre tout le besoin. Et donc, de ne pas arriver avec juste une solution, de dire, mets telle technologie en place, puis tous tes problèmes vont se régler. Ce qui est en général pas très vrai. Non, tout à fait. Mettre de la tech sur des problèmes, ça peut amplifier des problèmes ou en créer un nouveau. Ça les fait plus vite, en tout cas. Ça fait des problèmes plus vite. Ouais, exact. Puis, petite question qui me vient comme ça, est-ce que pour toi, tu parles d'écoute, puis aussi, on s'entend, il y a une partie toujours d'entre-gens, il y a une partie dans le avec les clients, que ce soit des humains, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps ou que tu as toujours eu un petit peu en dedans de toi
Il y en a, tu sais, que leur personnalité sont faits pour être dans ce milieu-là. Bonne question. Comme je te dis, vu que je ne viens pas du monde des affaires, comme beaucoup de Québécois, pour moi, la vente, là, c'était le vendeur de chars usagés qui donnait des coups de pied sur le pneu. Là. Et donc, c'était pas prestigieux. Tu sais, ce mot-là, vendeur, n'était pas prestigieux. Donc, on s'appelait développement des affaires, conseiller. On a tous les noms, dans le fond, pour éviter ça. Mais je crois que ce que j'ai développé avec le temps, c'est l'amour de la vente. Parce que la vente, c'est nécessaire dans un processus d'affaires. C'est-à-dire, on a besoin de gens qui développent des solutions, mais ça prend quelqu'un qui vienne nous l'expliquer, cette solution-là, qui nous écouter si ça bonne et tout ça. C'est là-dessus que je tombe en amour. Je me suis aperçu que d'abord, le meilleur programmeur au monde, le meilleur comptable, le meilleur si personne ne le vend ta solution, pas grand monde qui vont l'adopter. Et donc, est-ce que j'ai développé les talents? Ben, je pense que quand tu aimes quelque chose passionnément, tu vas développer les skills, les attitudes qu'il faut pour y arriver. Donc, je ne suis pas sûr que je les avais d'avance, mais je pense que je les ai développés avec le temps. OK. Est-ce que restons dans le domaine de développement des affaires, vente, utilisons le terme qu'on veut. Oui. Est-ce que depuis tes débuts, puis partons du temps quand tu es rentré avec Genius, là, est-ce que tu as vu un gros changement dans ton approche que toi, est-ce que tu as vu une évolution de ton côté ou le marché en général ou c'est similaire? Ah non, le marché change et change pas. En fait, les gens ne changent pas. Les gens sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ce qui a changé beaucoup, nous autres, depuis 20 ans, c'est qu'on a ouvert le marché américain et on s'attendait à ce que ce soit très différent. Désolé, mais un entrepreneur américain et un entrepreneur québécois ontarien ont les mêmes problèmes. Des fois, pas la même taille d'entreprise, pas le même gouvernement, pas le même environnement, mais les mêmes problèmes. Donc, les gens n'ont pas tellement changé tant que ça. La nouvelle génération qui est arrivée a les mêmes problèmes que l'ancienne. Donc, encore une fois, ils veulent se faire écouter, ils veulent se faire bien conseiller, ils ne veulent pas se faire bullshiter. Des affaires de base. Le marché a changé, évidemment. En fait, c'est quand il y a ça fait 20 ans maintenant chez Genius, le mot ERP n'était même pas connu. Il fallait convaincre qu'un ERP pouvait faire quelque chose chez vous. Il y avait énormément d'histoires d'horreur dans les début des années 2000. La plupart des implantations étaient des échecs monumentaux. On pourra en parler plus tard pourquoi, là, mais à l'époque, c'était vraiment pas facile. Donc, en fait, 3/4 de mon travail, c'était juste de les convaincre qu'un ERP pouvait les aider. Aujourd'hui, là, j'arrive, les gens sont informés, les gens sont bien informés. Et il y a beaucoup d'associations de nos jours aussi qui permettent aux gens de réseauter. Fait que, tu vois, à l'époque, un entrepreneur, il avait besoin d'infos, il appelait le vendeur, il s'approvisionnait au vendeur. Aujourd'hui, avant de nous appeler, ils ont appelé tous leurs collègues alentours, ils ont appelé d'autres entreprises, ils ont appelé leur association. Fait qu'ils sont bien informés. Fait qu'ils savent ce qu'ils ont besoin, ils savent ce qu'ils veulent, savent ce qu'ils veulent pas. C'est une belle progression. Je trouve que l'entrepreneur au Québec, c'est vraiment monté d'un niveau depuis ce temps-là, à ce niveau-là. Et les jeunes entrepreneurs sont particulièrement bons à réseauter et à utiliser ce réseau-là à leur avantage. Ouais, fait si on veut, auparavant, je le résume un peu, auparavant, le conseiller rentrait sur la ligne de front dès le départ, tu sais, puis il faisait le processus avec. Là, il est plus vers la fin pour venir boucler la boucle, puis là, de prendre. Exact. Donc, tu comprends aussi que ça change les choses au niveau vente. Hein. T'es pas l'influenceur qui doit absolument convaincre, c'est pas ta job. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a convaincu. S'ils t'ont appelé, ils sont déjà convaincus. Maintenant, ils ne sont pas convaincus. C'est ton produit qui est le meilleur. Ça, c'est ta job après ça. Oui, absolument. Tu as glissé un mot là, sur les cas, début 2000, des cas d'horreur d'implantation de système ERP. Ben oui, parlons-en. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas. Je tiens à rassurer les gens, c'est plus le cas. Du tout, mais du tout. Première des choses, les produits n'ont rien à voir. Ceux qui ont survécu en 2023, je dis bien survécu parce que dans les années 2000, on était plus de 100 ERP québécois. Il y avait une association à l'époque de ERP québécois, il y a une centaine. Écoute, tout et son contraire est appelé un ERP. C'était vraiment, mais il y a eu de très mauvais produits sur le marché, naturellement. Tout le monde essayait, hein, les gens s'essayaient. C'était le début des années 2000, l'informatique explosait. Ça a donné quelques histoires d'horreur à cause du produit. Mais c'était pas ça. Le principal problème, c'est la maturité du produit n'était pas là, la maturité des entreprises n'était pas là, la maturité des dirigeants n'était pas là. En fait, c'était un début d'une informatisation. On parle du 4.0 aujourd'hui, on parlait de 2.0 à l'époque. C'était juste d'utiliser l'ordinateur. On partait de beaucoup plus loin. Donc, il y a eu énormément d'histoires d'horreur pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Mauvais choix de système, mauvais coaching, mauvaise formation, mauvaise implantation.
Aujourd'hui, en 2023, c'est beaucoup plus rare. En fait, je connais très, très peu de catastrophes. Je connais des erreurs, je connais des choses qui auraient dû mieux aller, un choix qui aurait dû être plus judicieux, mais j'entends plus d'histoires d'horreur comme j'entendais. C'est fini ces histoires-là, des projets qui coûtent 8 fois le prix et qui finalement ne livrent pas du tout. On n'entend plus ça. Naturellement, toutefois, sachez, puis tous les gens qui peuvent entendre ça vont très bien comprendre que dans une entreprise, il y a peu de projets qui vont autant toucher à tout le monde qu'un RP. Ouais. Un RP, on touche à tout le monde. Autant le gars qui punch dans l'usine que le gars à l'expédition, que la comptable ou l'ingénieur dans les bureaux, tout le monde est touché. Donc, inévitablement, sur une entreprise de 50, 60, impossible de plaire à tout le monde. Et pas parce qu'on est méchant, mais c'est bien possible qu'exemple, on a changé la job du gars à l'expédition-réception, puis que lui, ça ne fait pas son affaire. Peut-être que lui était très, très bien à prendre le papier 3 couleurs, version rose, l'emmener en avant, jaune là. Lui, ça faisait son affaire. Puis là, aujourd'hui, on lui donne un scanner, puis on lui demande de valider des choses, puis mettre les choses en quarantaine. On a compliqué sa vie. Et donc, lui, si tu lui mets un micro en dessous du nez, ça a-tu été bien le projet? Oh non, non, c'est épouvantable ce système-là. C'est épouvantable. Et c'est là qu'aujourd'hui, on a amené la notion de mission, en fait, qui est pas juste propre au ERP, qui est propre à n'importe quel projet. Quand un entrepreneur aujourd'hui fait un projet, il doit avoir une mission. Exemple, oui, je veux mettre à jour mon ERP ou changer, mais pourquoi? Ben, je veux faire plus de soumissions dans la même journée parce que le marché grossit, je veux vivre une croissance. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un bottleneck à cet endroit-là. Ça peut être, je veux baisser mon niveau d'inventaire parce que j'ai bien trop de stock qui ne roule pas. Donc, vous comprenez que si on a une mission comme ça, elle n'est pas obligée d'être unique, là, il peut y en avoir plus qu'un point. Ben, quand vient le temps d'implanter, tout le monde est focusé sur l'objectif. Autant le consultant qui vient aider que l'équipe. Donc, si quelqu'un vient dire « Hey, j'ai une idée, on pourrait faire ça » et ça contredit la mission, ben, tout le monde va lui dire « Non, on ne va pas faire ça ». Et à la fin du processus, si on a baissé l'inventaire de 50 quand même que le gars à l'expédition n'est pas content, le projet est une réussite pareille. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils font ça. On reçoit le téléphone, on ne reçoit pas, j'aimerais que le bouton en haut à droite soit rouge. Il nous donne, moi, j'ai besoin de telle option, j'ai besoin que ça fasse ça. J'ai besoin de sauver du temps à mon monde. Et franchement, là, on sait quoi faire pour les aider. Et sais-tu quoi? On sait quand est-ce qu'on n'est pas capable de les aider. Et donc, ça évite les erreurs. C'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est comme quelque chose qui était peut-être auparavant amené avec une mission plus subjective de on va implanter un système, mais dans le quotidien de la personne, c'est pourquoi, tu sais, ça marche pas ma job, j'ai pas de problème pantoute, ça va bien. Pourquoi on me fait ça, moi? Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Non, tout à fait. Mais mes remarques alentour de toi, ce que je te dis là, est vrai pour plein de choses. Plein de choses. Aujourd'hui, quand les entrepreneurs font des projets, là, ils pensent, OK, je m'en vais où? C'est quoi l'état final recherché? Quand j'ai fait mon projet, je m'attends à quoi? Puis il l'énonce, donc on devient partenaire avec lui. Franchement, ça évite. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on ne fait plus de catastrophes, ça n'arrive plus. Oui, c'est vraiment un bon point si on peut prendre un snapshot de ça, mais c'est un peu aussi, je pense, si tu as ça crée des entrepreneurs un peu partout, si on veut, dans l'organisation, parce que quand tu donnes une mission à quelqu'un, il va trouver le moyen souvent d'y arriver. La plupart des gens vont être très proactifs dans leur approche, plus que ben là, il faut que j'attende ce qu'on me dise quoi faire. Fait que je sais pas, est-ce que tu vois un peu des gens embarquer beaucoup plus, probablement, honnêtement? Oui, tout à fait. Ben oui, c'est tellement plus motivant quand tu fais partie de la gang. Gang, on va baisser l'inventaire. On a pris un outil pour nous aider, mais c'est nous autres qui va le baisser, cet inventaire-là. Donc, toi, arrête d'acheter en fou. Toi, arrête de demander n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'on se met en gang, puis on atteint l'objectif. Ah oui, c'est bien plus motivant. Puis, sincèrement, le projet d'implanter un logiciel, c'est plate en maudit. Il faut que ça serve à quelque chose. Ouais. Absolument. Dans un monde en plus où beaucoup d'entreprises l'opérationnel est très élevé, fait que c'est en plus. Puis est-ce que c'est peut-être une question de même, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même assez suggéré d'engager des ressources additionnelles durant la période d'implantation, soit qui vont s'occuper de l'implantation ou qui vont offloader un peu l'équipe qui va faire cette implantation-là? Écoute, là, je vais tomber plus dans le mode opinion. C'est pas une science, c'est mon opinion personnelle. Je pense que jamais du personnel extérieur devrait implanter ton ERP. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas donner un coup de main, ils ne peuvent pas te coacher, ils ne peuvent pas t'orienter, mais ça doit être parce que le résultat final recherché doit être en ligne avec ta culture d'entreprise.
Ouais. On parlait tantôt de projets un peu plus difficiles. Si l'entreprise est très, très agile, hein, il y en a des agiles, ils se tournent Saint-Dicenne. Ça a des défauts être comme ça. On le sait tous. Là, ils vont gaspiller de l'argent, ils vont faire des erreurs, vont ouvrir. Oui, mais peut-être que c'est aussi un excellent avantage concurrentiel. Ben, si tu arrives avec quelqu'un de l'extérieur qui dit non, moi je suis un analytique, on va y aller doucement, tranquillement, il va ralentir tout le monde, il va dénaturer l'entreprise. Mm-hmm. Donc, allez chercher de l'aide, oui. Allez chercher des conseillers, oui, mais ne perdez pas votre culture d'entreprise qui, dans le fond, c'est votre cœur, votre âme. Votre système devrait tout simplement rentrer en ligne. En fait, n'importe quel projet devrait se faire dans le même beat que vous faites les affaires habituelles. Donc, faites attention aux gens extérieurs qui vont amener leur philosophie, qui n'est pas la tienne. OK, c'est bon. Je comprends, ça fait beaucoup de sens. C'est quoi des critères de qualification pour ce qui est d'une entreprise qui va vouloir implanter potentiellement un ERP? Puis là, j'aimerais savoir ton approche un petit peu, là, comment tu vas aller qualifier ton client idéal, si on veut, ou bien en fait, encore mieux, comment tu vas disqualifier un prospect. Je pense que c'est ça ton objectif, je me trompe pas peut-être. Mais je trouve que tu as du courage d'utiliser ce mot-là, qualifier ou disqualifier. On a parlé tantôt que des fois les ventes, c'est pas bien vu, ou il y avait des. Mais pourtant, une des premières jobs d'un vendeur, au premier contact, c'est de qualifier ou disqualifier la relation qu'on est en train de. Je veux dire, est-ce qu'on va être un bon produit pour toi? Est-ce que j'ai la solution pour toi? Ben, ça commence à la qualification. Et il n'y a rien de pire, je trouve, qu'un vendeur qui te fait miroiter. Ah oui, ça va être parce qu'il veut se rendre à la démo, puis il espère, parce que je ne sais pas quel miracle te convaincre que son produit carré va rentrer dans ton rond. Personnellement, je fais pas ça. Je suis même un peu dur à la qualification. On m'a même déjà dit, écoute, as-tu envie de me le vendre, ton système? Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. Écoute, c'est pas fait pour toi, je ferai pas ça. Je vais me nuire. Tu vas être le premier à le crier sur toutes les toits qu'on a fait une catastrophe qu'on en parlait. Il ne faut pas faire ça. Donc, moi, je le fais et je l'annonce, hein, je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Au contraire, je dis au client, écoute, je suis en train de te qualifier et tu fais la même chose avec moi. De toute façon, hein, le client est en train de me qualifier aussi. Je suis en train de parler d'une organisation sérieuse. Donc, moi, je l'annonce. Je dis, écoute, on se qualifie tous les deux. On est en train de voir si ça vaut la peine qu'on ait un match. Puis, je prends le temps de faire cette étape-là. Okay. Puis, je vais même jusqu'à dans les questions personnelles. C'est comme, pour vous autres, c'est un projet informatique? C'est-tu un projet important? Et il faut qu'il y ait un match. Il faut qu'il y ait un bon match ensemble. Puis c'est un processus de qualification. Je pense que c'est un des plus importants. Parce que, tu sais, dans le fond, on a tous des semaines chargées. Oui. Si j'ai 8 clients à parler, si j'en ai 40 clients, ben c'est pas vrai que je vais avoir le même temps à donner à chacun. Aussi bien les qualifiés durs. Ils vont faire la même chose de leur bord. Donc, si on se parle après, ça peut savoir à peine. Oui, puis le côté de votre côté, le client idéal, quand même, si on veut, à haut niveau, oui. Ça va ressembler à quoi si on part du démarrage, on fait la prospection, on se rend à avoir une entreprise idéale, comment ça se passe, ce processus-là? Dans le cas de Genius, on a, c'est pas une chance, en fait, on a déterminé un TAM, là, un marché adressable, dans le fond, qui est assez clair. Nous autres, nos clients font en général entre 50 et 250 employés. Ce sont tous des fabricants qui font des produits complexes et sur mesure en petite série ou même uniques. Donc, juste en disant ça, je viens de prendre les 1500 entreprises manufacturières, je viens de fondre ça. Ça a un avantage, c'est que quand on parlait de qualification tantôt, pour moi, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Ensuite, naturellement, il faut faire les choses de base qu'un vendeur fait, ce qu'on appelle le BANT. Hein? Est-ce que je suis en train de parler à la bonne personne? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que cette personne-là a une autorité? Puis ça ne veut pas dire qu'on va raccrocher la ligne si la personne n'est pas la personne en charge. Mais je veux dire, on va le savoir. OK, ben c'est pas toi qui es en charge, parfait. C'est quoi ta mission? Donc, dans ce cas-là, ben moi, je filtre. Ben parfait, on va avoir une bonne discussion, mais je sais que c'est pas avec toi qu'on va décider. Donc, les principes de base de la vente, il faut que ça se fasse pareil. Le fameux timing, hein, la question qui tue, est-ce le bon moment, est-ce le bon temps, tout ça. Il n'y en a pas de réponse à ça. Il n'y a aucune espèce de réponse. C'est l'entrepreneur qui décide quand c'est le temps. Lui et son équipe. Oui, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Il y a longtemps que c'est jamais le bon moment, puis en effet, il faut juste que ça donne une priorité en fait pour l'organisation. Voilà. Le mot priorité est important. Puis est-ce que toutes les. Au niveau de la maturité technologique, les ERP vont beaucoup aider de revoir les processus. C'est pas juste une technologie, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise manufacturière ou entreprise autre que manufacturière même qui ont des ERP.
Ouais. Est-ce que de ton expérience de votre côté, il y a une maturité quand même minimale ou le spectre, c'est de A à Z, soit de rien à... Je dirais pas de A à Z, mais le spectre est assez large. La maturité technologique, c'est un terme assez nouveau. Ça vient avec, c'est venu avec un peu le 4.0. On s'est aperçu finalement qu'avec le 4.0, on était juste 2.0 plus vite que ce que le Québec était capable d'apprendre. Donc, on s'est dit, oh, peut-être que nos entreprises n'ont pas la maturité technologique pour implanter des solutions. J'ai un peu de misère, parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de solution générique qui s'applique à tout le monde. Il y a des entreprises qui peuvent être très loin au niveau, puis faire une très, très belle implantation d'un outil technologique. Tu l'as parlé tantôt, priorité. Si ça devient ta priorité, une vraie priorité, puis tu mets les ressources, tu vas faire un beau projet. On a beaucoup entendu parler de maturité technologique grâce aux audits qui est arrivé. Donc, tout le monde connaît le programme PECAN et SR de nos jours. Il y a eu beaucoup de bruit là-dessus. Malheureusement, les gens se sont mis à penser que c'est un système de subvention pour payer le projet, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Hein. C'est un système, à l'inverse, pour payer des consultants pour que ces gens-là fassent justement une analyse numérique interne, dire on est rendu où? On est-tu bon? On se pense peut-être bon, donc se mesurer que les autres. Donc ça, là-dessus, c'était une super bonne idée de faire ça. C'était une super bonne idée de faire ça parce que c'est pas mauvais de prendre un pas de recul, de dire OK, je suis rendu où? Parce que des fois, les gens vont dire OK, j'ai besoin d'un système ERP, mais peut-être qu'ils ont besoin aussi de refaire leur site web. Peut-être que même leurs méthodes de sécurité sont déficientes. Et quand même que tu changes de site web, si tu es crypto-locké le lendemain, tu n'es pas plus avancé. Donc, la maturité, c'est un terme large. Un terme large. Il ne faudrait pas que les gens disent écoute, je suis peut-être pas assez mature. Chacun sa réflexion. Mais ça avance bien. Ça avance bien. Le Québec n'est pas en avance, on le sait tous, mais non plus, elle n'est pas en retard. Il ne faut pas exagérer. Là. Les gens savent ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Oui, c'est comme tu parles un peu tantôt au niveau de la génération aujourd'hui. Tu sais, je dis la génération, mais je ne veux pas cibler l'humain en soi. Là. Je pense que la génération de 2023 est très, très connectée puis se renseigne beaucoup. Et puis voit qu'est-ce qui se fait chez le voisin aussi. Tu sais. Ils se parlent plus, puis n'oubliez pas aujourd'hui qu'un président d'entreprise, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas un cellulaire dans les poches aujourd'hui. Mais riez pas, mais en 2023, le téléphone à poche, c'était pas mal, ça commençait, là, tu sais. En 2000, début des années 2000, il imprimait les feuilles pour l'amener au président. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas, là. Puis c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question d'époque. Aujourd'hui, tu feras plus peur à un gars de plancher en lui demandant de puncher sur une job. À l'époque, il y a 20, 30 ans, les gens pensaient qu'on les espionnait. Ils pensaient qu'il y avait des caméras, des micros dans les scanners, tu sais. Pourtant, on en parle de 20 ans, pas de 200 ans. Donc oui, la maturité générale a beaucoup augmenté. C'est bon. Cette réalité-là, c'est fou. Hein, ça a changé super vite, ça va évoluer encore plus vite. Je me demande dans 20 ans, ça va être quoi? C'est la discussion par rapport à... Ça va te prendre un futurologue pour répondre à ça, parce que 20 ans, c'est une éternité. Ah non, c'est ça. Surtout à cette heure, c'est exponentiel. Hein, puis c'est quoi? Tu sais, parler un peu là, des systèmes ERP, puis c'est quoi les avantages compétitifs qu'un système ERP va amener à l'entreprise. Puis j'aimerais ça voir un peu, soit une entreprise qui n'en a pas, qui va en implanter un, puis une entreprise qui a un système ERP qui date des années peut-être 80-90. Les premiers systèmes ont les fameux AS400 qu'on entend beaucoup parler. Puis là, sur une base plus à jour, c'est quoi les gros avantages compétitifs, peut-être des deux scénarios? Commençons effectivement par le premier. En d'autres, on appelle ça un premier ERP. Donc, tu pars d'Excel souvent, hein, parce que les gens sont pas papier, là, quand même, ils sont Excel. Ils ont un système comptable en général. Ils vont souvent essayer de développer un petit outil d'estimation, leur permettre de faire des soumissions, souvent dans Excel ou ailleurs. Mais le reste, c'est pas mal Excel. Donc, ces gens-là, le principal gain qu'ils vont avoir, c'est de mettre de l'ordre dans leur entreprise. Donc, ça va être incroyablement pas un projet informatique. Ça va être vraiment un projet de processus. Dans le fond, on va mapper leur processus actuel. Nous autres, on connaît l'outil. Donc, après ça, on va leur proposer leur nouveau processus. Donc, voici maintenant comment vous allez fonctionner. Et le but, le ERP, à ce moment-là, va servir essentiellement comme un petit robot d'administration qui va aller déposer dans les bonnes places les avertissements, les choses qui se font. Donc, vraiment, le gain est vraiment au niveau de la bureautique, éviter la paperasse, le dédoublement d'informations. Aussi donner accès aux gens plus facilement à une source de données, pas 50. Et donc, c'est vraiment le gros gain qu'un premier ERP va faire.
Encore une fois, après ça, je vais donner toute la marge que chaque entrepreneur est différent. Parce que, écoute, je fais des startups aussi, des fois, c'est le premier ERP, mais la personne, elle sait exactement ce qu'elle va aller. Là, c'est l'inverse, elle veut prendre de l'avance sur ses affaires. Puis, je vais prendre un premier ERP où les gens n'ont même pas encore un Outlook d'installer. C'est différent, on s'entend. Mais généralement, c'est ça le gain. Okay. Quand les gens passent à la deuxième phase, c'est-à-dire que c'est le temps de me moderniser, on l'a vu tantôt, les gens font, non, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais les gens vont, disons, garder leur ERP entre 15 et 25 ans. Parce que l'investissement est conséquent, le temps est conséquent, puis en général, tu ne veux pas faire ça toutes les années. C'est dérangeant, ça touche à tout le monde. Et ben après, une fois que tu l'as, tu t'habitues à tes affaires. Ça, c'est souvent les 5-10 dernières années. Ils commencent à être. On donne moins d'amour à un produit qui a 10-15 ans chez nous que quand on vient de l'implanter. Donc, le produit monte en efficacité. Et s'il n'y a personne à l'interne qui aime ça, le système d'information, puis le tenir à jour, qui est un peu en mode amélioration continue, s'il n'est pas comme ça, ben, le système va dépérir un peu. Et en plus, ben, on le sait tous, on travaille à 95% au Québec dans des PME. Il y a énormément de mouvements de personnel. Souvent, ton champion va quitter. Donc, il peut arriver plein de choses. Donc, effectivement, les gens viennent le moment où parfois c'est le temps de changer pour deux raisons. Des fois technologiques. Le RP est en fin de vie. Il y en avait 100 dans les années 2000. Il y en a environ une quinzaine aujourd'hui. Donc, comprenez que une quinzaine au niveau manufacturier, on s'entend, parce que dans les autres domaines, il y en a plein. Donc, il y a des ERP qui sont en fin de vie, qui sont plus supportés, les gens changent. Quand vient le temps de changer l'ERP, là, c'est différent. L'entreprise a une maturité, on parlait tantôt de technologique, et souvent, ils ont des attentes beaucoup plus élevées qu'un premier niveau. On a déjà la collaboration, on est déjà tout en même place. Hey, maintenant, on commence à rêver. Là, on commence à parler de 3.0 puis 4.0, c'est-à-dire mettre un site web transactionnel, permettre à mes partenaires de venir direct dans mon ERP pour apporter leurs commandes ou venir voir où c'est qu'ils sont rendus leurs projets. On parle de collaboration entre les individus. Là, on va beaucoup plus loin. C'est des projets plus complexes, mais beaucoup plus intéressants, parce que là, on va loin que le client. On va très, très loin. Donc, le gain après ça va dépendre de la mission du client. Là, souvent, ils vont nous donner une mission. Exactement. Je veux baisser mes inventaires. Je veux connecter tous mes vendeurs ensemble pour améliorer mes ventes. Donc, vraiment, on va avoir une mission. Et le client va atteindre cette mission-là. Et souvent, on va se donner une mission par année même. OK. C'est là l'amélioration continue avec ces changements-là. Oui. Fait que l'année prochaine, maintenant, j'ai réglé ça. Ben, comme toute bonne entreprise manufacturière, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent. Ben, on se donne une mission par année, puis à chaque année, il s'améliore sur quelque chose. OK, c'est un concept vraiment intéressant parce qu'en effet, aussi, même eux, l'entreprise, souvent les entreprises ne stagnent pas. Ils cherchent une croissance ou ils sortent des nouveaux produits, puis là, ben, comment on peut vous aider à optimiser ça? Tout à fait, tout à fait. Puis des fois aussi, le marché peut changer. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, les gens stockaient énormément de matières premières. Ça coûtait pas cher. Les taux d'intérêt étaient bas. Les taux d'intérêt qui montent, soudainement, le banquier est moins content que tu aies 1 million qui dort sur tes étagères. Donc, on n'avait jamais parlé de ça l'année passée. Cette année, ça devient une nouvelle affaire. Donc, tu vois, il faut rester allumé. Puis votre système ERP peut vous aider sur plein de choses. Vous seriez très étonné. Oui, c'est un excellent point. Donc, comment toute la notion là, de technologie super avancée, puis ici, je veux dire le mot, l'intelligence artificielle, le machine learning, l'apprentissage machine, est-ce que ça a sa place dans un ERP? Puis, c'est quoi un peu toi ta vision? Est-ce que tu crois qu'on n'a pas le choix d'aller vers là pour aider les entreprises à être plus efficaces encore, de leur donner des insights sur qu'est-ce qui se cache dans leur ERP, dans leur base de données, pour être encore une fois plus productif, économiser plus, bref, des avantages? Je pense que tu as répondu à la question en la posant. C'est une évidence que l'intelligence artificielle a une immense place dans l'ERP. Aujourd'hui, l'ERP, même s'il est bien utilisé, jamais utilisé à 100%, on utilise beaucoup d'outils. Là, il y a eu plusieurs buzzwords là, dans le monde du ERP. Il y a eu le tableau de bord, l'intelligence d'affaires, qui est un titre ronflant, à mon avis, là, qui est finalement juste des tableaux de bord adaptés, bien faits, bien intelligents. Là. Ça a vraiment monté l'utilisation du ERP. Vraiment, parce que là, on te le met d'en face, que tu as de l'inventaire qui roule aux 18 mois. Tu as du stock qui attend 5 jours sur le bord de la porte avant de se faire expédier, puis après ça, tu ne te fais pas payer par tes clients. Donc tu sais, grâce au tableau de bord, ce qu'on appelait l'intelligence d'affaires, ça a beaucoup, beaucoup aidé. La prochaine étape, c'est de la vraie intelligence d'affaires ou l'ajout d'intelligence artificielle dans les ERP
qui va déduire ces choses-là, qui va prévenir ces choses-là, qui va réfléchir, c'est bizarrement dit, mais c'est vraiment comme ça, en fonction des données que ça a, pour pouvoir te retourner cette information-là d'une façon beaucoup plus évoluée. Donc, c'est définitivement l'avenir. C'est pas peut-être, c'est là. Chez Genius, nous autres, on a un comité maintenant qui est là-dessus, les enfants, on est en train de regarder ça. C'est pas une mince tâche, parce que, pour vous donner une idée, on a des milliers et des milliers de tables et d'objets dans la base de données, énormément d'informations. Donc, elle va devoir être capable de lire ça, apprendre de ça. Donc, tu sais, tu as parlé de machine learning. Avant d'apprendre la machine, il faut apprendre l'humain. Pourquoi il clique, pourquoi il fait ses commandes le vendredi à 5 heures, ça peut aller extrêmement loin. Donc, on n'a pas fini avec les tableaux de bord. Je pense que c'est aussi un geste d'année. On est dedans, mais la next big thing, c'est l'intelligence d'affaires. Et ça va devoir faire partie de ton ERP, mais pas que. Ça va faire partie de ta bureautique, ça va faire partie de ton ERP, ça va faire partie de tes réseaux sociaux, ton marketing. Il y a des gens qui s'inquiètent ce temps-ci, on entend parler, hein? Les gouvernements ne sont pas trop sûrs, les chercheurs ils ont levé des drapeaux rouges. Je vais pas me mettre à critiquer ces gens-là, ils savent très bien ce qu'ils font, sauf que historiquement, dans l'histoire de l'humanité, on n'arrête pas l'innovation. L'innovation, elle arrive et elle va arriver. Aussi bien la gérer. Bien la gérer parce qu'on ne l'empêchera pas. L'intelligence artificielle est là pour rester. Ça va faire des choses épouvantables, ça va faire de très, très bonnes choses, comme toutes les innovations sur la planète. Oui. Non, puis non, c'est ça. C'est pour ça aussi les drapeaux rouges, là, pour essayer de contrôler, comme tu l'as bien dit, d'essayer de faut la gérer, il ne faut pas qu'elle nous gère. Parce que... Tout à fait. Fait que, écoute, les entreprises vont devoir mettre énormément d'efforts comme nous pour mettre ça sur pied, mais c'est pas peut-être. Ça va arriver. Okay. Je comprends. J'ai retrouvé ma question de tantôt, c'était comment est-ce que comment vous avez défini votre niche de votre côté? C'est venu de où, en fait? C'est venu de nos clients. On est né à Victoriaville, Genius, on s'appelait Cogismac en 1989. On est né à Victoriaville. Et Victoriaville, pour les plus vieux qui peuvent écouter, c'était le monde du meuble. C'était les bois francs. C'était un endroit très dynamique au niveau manufacturier. Puis à l'époque, c'était le meuble. Le Québec était un incroyable fabricant de meubles. Faisait du bon stock rapide. Mais surtout, c'était les premiers à faire de ce que le client demande. C'était les premiers à offrir, tu le veux, quelle couleur, tu le veux, quelle largeur, tu le veux. Ça n'existait pas, ça. Il y a des années 80, 90, on était encore dans la production de masse. À l'époque, moi, j'étudiais en administration des affaires, on gérait des stocks. Hein, on remplissait un entrepôt de 5000 poêles à combustion lente, puis après ça, on essayait de les vendre. C'est le make to order commençait, le ETO, on n'en parlait même pas. Donc, vraiment, là, nous autres, notre clientèle, on était une firme de génie industriel, c'était nos clients sur le meuble, on les écoutait, puis là, eux autres, le client, il veut ça dans une affaire, là, comment je vais me débrouiller? Donc, on est né dans ce monde-là, mais pas au niveau informatique. On est né en génie industriel. Et les clients, nous, on les mesurait, on les améliorait, on les remesurait avec le bon vieux Excel. On n'est pas meilleur qu'un autre, c'est ce qu'on faisait. Nos clients disaient, ouais, mais là, j'ai besoin d'un système ERP. Tu as raison, mais il n'en existait pas, des ERP pour les gens qui font du sur-mesure. C'était du ERP qui vient du monde de la distribution, qui a commencé. Hein, c'est les Walmart de ce monde qui ont mis ça au monde. Et ensuite, c'est devenu dans le manufacturier, mais pour les gens qui faisaient du volume. Donc, tu créais ton ingénierie, tu lançais un plan de production sur un an, puis là, tu foulais l'entrepôt, puis c'était comme ça. Nos clients, nous autres, disaient, non, je peux pas fouler l'entrepôt, mais il faut que j'attende que le client, à la fin, me dise qu'il veut rouge, qu'on a fait. Et là, ça change le bas. Mais écoute, tu vois ça, comment c'était compliqué. C'est comme ça que Genius ERP est né. On est né dans ce monde-là. Donc, on a grossi. Au début des années 2000, on t'a rendu qu'une centaine de clients, ça allait bien. Le défaut, c'est qu'on faisait comme tout le monde dans les années 90. On développait pour chaque client un ERP custom. C'était comme ça. Imaginez le support technique. Hein? C'était très joyeux. Un client appelait, la panique en place. T'avais un bug. Une à jour à faire chez un, puis là, il faut que ça matche chez l'autre. Et encore une fois, pour ceux qui se souviennent, on partait qu'une pile de disquettes aller faire des mises à jour chez les clients parce qu'il y a oublié Internet. Il n'y a rien qui passait par le fil. Donc vraiment, c'était une époque pas facile, emballante, mais pas facile. Et en 2005, la direction de Genius a pris une décision extrêmement difficile. On vendait du WMS, on vendait ACPAC,
pour ceux qui se souviennent, qui est le produit de Sage, un système comptable, on parlait de Genius. Donc, on a essayé de faire comme tout le monde, vendre un peu tout. On a décidé, mais à partir de ce moment-là, uniquement d'être dans nos clients dans lesquels on est bon, qui est les clients ETO que personne ne voulait. Nous autres, on les voulait. Donc, comme ça que notre logiciel est né. Donc, et on est resté fidèle de ça depuis 20 ans. Et puis toutes les fonctions. Puis j'imagine que ça n'a pas commencé qu'en fait, ouais, la transition, en fait, vous avez quand même une bonne base de plusieurs des différents départements d'une entreprise, mais vous avez, avec le temps, développé. On est rendu avec notre 4e itération. On l'a fait la première en DOS, pour ceux, encore une fois, qui connaissent c'est quoi, avec des écrans vert et jaune, là. Donc, 2 couleurs, là. Puis c'était avec les numéros, puis des virgules, puis des points. C'était très simple. Après ça, on a viré ça en Windows, la première version de Windows, avec WinDev, c'était encore un vieux système. Et tous ces systèmes-là, aujourd'hui, il faut les suivre. À tous les 10 ans, il faut jeter notre logiciel pour recommencer. C'est quand même frustrant des fois. Ouais, c'est ça. Travailler fort, mais en même temps, c'est comme ça la technologie. Ouais, il faut suivre. Tu le disais tantôt, là, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. On ne réussira pas à les convaincre d'arrêter là. Ah non, exact. Il faut l'embrace. C'était super, honnêtement, Benoît, super intéressant comme discussion. Moi, je continuerai, là. Je dirais à gauche, à droite, là. Ben, déjà, je suis un peu à gauche, à droite, je pense, mais y a-tu des endroits, les gens qui écoutent, où ce qu'on pourrait te rejoindre, si quelqu'un a des questions, quelqu'un cherche un ERP, quelqu'un est intéressé par ce monde-là, aimerait. Tu t'es un peu comme si tu étais un peu tombé dans ce milieu-là, tu n'avais pas choisi de dire je vais travailler pour un fabricant de solutions technologiques, tu es tombé là, quelqu'un qui cherche un job, mettons, comment on te rejoint? En fait, geniuserp.com, notre site web reste la meilleure référence pour les gens qui veulent venir voir notre système, qu'est-ce qu'on fait, s'ils sont un bon client pour nous autres. Puis comme tous les bons sites web, il devrait avoir un bouton Rejoins-nous. Puis là, ils vont être capables. On est une compagnie québécoise, donc je vais être facile à trouver. Ils peuvent me trouver aussi sur LinkedIn, naturellement. Pas mal tout le monde est là aujourd'hui, surtout au niveau de la vente. C'est très, très pratique. Je réponds à tous mes appels, je réponds à tous mes courriels, donc gênez-vous pas. On a parlé tantôt, je fais une excellente qualification. Donc, si on n'a pas le bon système pour vous autres, je vais vous le dire. Puis si c'est dans mes connaissances de pouvoir vous diriger à la bonne place, je vais le faire avec grand plaisir. Super. Puis je pense aussi qu'on peut le voir dans plusieurs salons manufacturiers. J'en manque pas un. Moi, je suis en cheval. On parlait tantôt de génération des boomers, les milléniaux, les nouveaux. Moi, je tente les deux. C'est que je crois à la nouvelle technologie, mais je crois encore au contact humain. Donc, tous les salons industriels, on est encore présents chez Genius. On a toujours notre kiosque. On travaille beaucoup avec des associations. On croit encore beaucoup à l'humain et au contact humain. Donc, oui, vous allez nous retrouver partout. Puis, venez nous parler. Ça nous fait grand plaisir. Super. Dernier mot que tu aimerais peut-être nous partager, une citation, quelque chose. Je suis pas très bon sur les citations. Ça peut être ce que tu veux. Non, ben, écoute, je ne pense pas avoir de citation spéciale, mais je dirais aux gens, n'ayez pas peur. Un RP, des histoires d'horreur, c'est fini ce temps-là. Si vous faites un bon choix, si vous avez une bonne mission, puis vous avez une bonne équipe, puis vous trouvez le bon partenaire, ça va très bien se passer. Puis tous ces projets-là devraient être rentables avant même de commencer. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent parce que vous allez demander à des experts qui ont des connaissances puis qui ont développé une expertise. Le logiciel, c'est très onéreux à développer. Sauf que dans la première année, vous devrez repayer ce système-là. Si ce n'est pas le cas, quelque chose qui a mal allé. Donc, faites ça bien et garantis que vous allez être content de votre choix. Super. Ben, un gros merci, Benoît, pour ton temps, ta générosité. C'était super enrichissant. Puis on se revoit très bientôt, j'imagine. Ben oui, au plaisir de se revoir. Bonne journée. Good, bonne journée.